L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner et de soutenir le podcast. Bonne écoute. Bonjour Ben. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci. Et bienvenue à Tokyo. De me recevoir. Que vous ne voyez pas, mais qui est à côté de nous. Sache qu'en venant là, j'avais ton dernier album dans les oreilles. Ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai entendu plutôt, m'a beaucoup plu, notamment la Sailor. Merci. Je l'ai mis en boucle là en arrivant. Les instrus sont très empouvoirantes. Ah bah voilà, donc c'est pour ça que je suis là donc. Ouais, voilà. Finalement, j'ai eu le sentiment de... Je me suis dit, c'est sympa. Non mais tu vois, vraiment, je trouve que c'est beau avec la musique, cette capacité à nous faire changer d'humeur. Tu vois ou pas ? Ah oui. Je trouve qu'il y a peu de choses qui en sont capables. C'est vrai, t'as raison. Et en fait, moi, à chaque fois que genre je suis énervée ou triste ou que je bade, je me rends compte que la musique est un des meilleurs moyens de changer d'état émotionnel. Mais complètement d'accord. Et moi d'ailleurs, j'ai des chansons exprès pour certains rendez-vous. Ok, t'as une playlist genre rendez-vous business, rendez-vous... Ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas les autres. Tu sais, ça me fait penser à un film qui est très sous-coté. D'ailleurs, je crois qu'il est même pas, on peut même pas le voir. Un film de Gérard Jugnot qui s'appelle Une époque formidable. Ok. Où à un moment, donc c'est l'histoire d'un type qui se fait virer à peu près à la cinquantaine et qui du coup cherche du travail et n'en trouve pas. Et à un moment, il se regarde face à la glace, il dit « T'es un killer, Berthier, t'es un killer », pour essayer de se motiver. Et moi, j'ai comme ça des chansons qui me permettent d'être un killer, Berthier. Tu vois ? Tu peux nous en partager une ? Bah écoute, je pense qu'il y en a deux là qui me viennent. Je pense qu'il y a Boîte vocale, une chanson de Booba sur son album, sur son album West Side, qui est son deuxième album. J'ai beaucoup de passion pour la première partie de la carrière de Booba. N'est-ce pas ? C'est empouvoirment en français, mais c'est un peu laid. Ah oui, c'est vrai. J'ai essayé de trouver un synonyme quand j'écrivais un livre sur les droits des femmes. J'en ai pas trouvé. Donc, c'est empouvoirment la traduction officielle. Ok. Ben, avant qu'on entre dans tout ça, parce que franchement, je serais capable là, déjà de divaguer, mais maintenant, j'essaye de structurer un minimum mes épisodes. Et donc, pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore ou qui te connaissent mal, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Bien sûr. Mais alors, donc je m'appelle Ben Mazuet. Je suis chanteur. J'aime bien l'intensité. J'aime les aventures, l'intensité et l'amour. Et je pense que à travers ces trois passions qui sont les aventures, l'intensité et l'amour, la vie m'a guidé à la fois dans les hôpitaux, dans une première partie de ma vie, et puis dans les salles de concert, dans une deuxième partie de ma vie. Moi, j'avais envie de rebondir sur les trois termes qui te définissent. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a deux noms et un adjectif. Donc, comment tu mets sur le même plan l'amour, qui est conceptuel, l'aventure, qui s'expérimente, et l'intensité, qui finalement, pour moi, ne fait que décrire tout ça. Eh bien, déjà, j'y ai pas tellement réfléchi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai écouté tes podcasts et je savais qu'il y aurait cette question. Et Ah bon ? En allant sur la route, je me suis dit, ok, alors comment on se définit ? Il y a quelque chose de prétentieux dans le fait de se définir, parce qu'il faut se dire ce qu'on est, donc à la fois, il faut s'auto-juger d'une certaine manière. Je me suis dit, je vais pas dire ce que je suis, je vais dire ce que j'aime. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça que j'aime. Et en ce moment, j'ai une grande une espèce de grand découverte sur le fait qu'en fait, moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est l'intensité. Et que c'est peut-être pour ça que je vis tout ce que je vis. C'est-à-dire parfois dans le haut et dans le bas. Et que en fait, du coup, je suis pas mal là-dessus sur la question de l'intensité. Je pense que c'est de l'intensité que découle l'aventure. Les aventures en général, et c'est peut-être pour ça que je suis allé du côté de la médecine, parce que je trouvais que c'était une aventure incroyable, et que peut-être qu'à un moment je me suis dirigé vers une autre aventure parce que je trouvais ça intéressant d'aller vers plusieurs aventures. Et l'amour, c'est parce que finalement c'est ce qui vient diriger pas mal de mes choix en général, et aussi
diriger un quotidien aujourd'hui, puisque j'ai une vie qui est les conséquences de l'amour. C'est-à-dire, j'ai des enfants qui sont les conséquences de l'amour et qui me prennent énormément de temps et qui sont eux-mêmes beaucoup d'amour. Donc je me suis dit, je vais dire ces 3 trucs-là sans vraiment réfléchir à tout ce que tu viens de me dire après. C'est mon but de te challenger sur tout ce que tu vas dire. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais quelqu'un qui aimait l'intensité? J'allais dire quelqu'un d'intense, mais je ne sais pas si je peux le faire encore. Donc en tout cas, quelqu'un qui aime l'intensité. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de notre propre mode de fonctionnement, vu qu'on ne connaît que ça. Et c'est souvent par la confrontation aux autres, ou même à des événements et aux heures de la vie, qu'on prend conscience de ce trait de caractère ou de personnalité. Mais complètement. À travers un conflit, là, récent, avec des proches, je me suis demandé, pour résoudre ce conflit, comment il fallait que je fasse. Et c'est en y réfléchissant beaucoup que je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça, c'est sûrement ça. Donc c'est très récent. C'est pour ça que... C'est une découverte récente. Oui, voilà. Je me suis dit, ah, ok, non. Donc en fait, ça doit être ça... Qui je suis? Ça doit être ça, le problème. Je dois être intense. Voilà. Est-ce vraiment un problème? En quoi tu as trouvé que c'était un problème? Je pense que c'est un problème parce que c'est pas très loin de brutal, en fait. Donc c'est pas très loin de dangereux. Voilà, l'intensité. Je pense. Putain, c'est fou, t'as vraiment pas l'air quelqu'un de dangereux. Genre, c'est vraiment pas... Ah bah, tu pourtant... vois, même là, en t'écoutant et tout, Bah écoute, on n'a jamais vraiment l'air. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que oui, l'intensité, c'est ça. Donc je sais pas, par exemple, pour te donner un exemple, quand je fais un album, par exemple, j'ai besoin d'aller tout au fond de moi, vraiment. J'ai besoin de donner tout ce que j'ai, parce que j'ai l'impression que c'est la seule manière que je vais avoir de ne pas regretter et de me dire, ok, c'est bon, je suis allé il est le mieux possible. Et donc, aller au bout de moi, ça veut dire une exigence énorme vis-à-vis du résultat. Et cette exigence-là, je me l'impose à moi, mais je l'impose aussi aux gens avec qui je travaille. Et donc, on se retrouve dans des missions qui sont très intenses et qui peuvent parfois mettre en difficulté, c'est peu de le dire, les gens avec qui je travaille. Donc, y a des fois où ça me met dans une situation délicate de management, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà. Ouais. Alors, là où je suis content, c'est que j'imagine que c'est pas finalement si traumatisant que ça, puisque les gens avec qui je travaille avec eux depuis 12 ans. Donc, c'est que ça va. Mais c'est sûr qu'à la fin d'un album, on arrête de se parler pendant quelques temps. Tu vois, il y a un sas de décompression. Il y a un moment où plus personne veut me parler. Et ça dure peut-être 2 mois avant qu'on reprenne un peu contact jusqu'à ce qu'on se remette à travailler. Mais j'ai l'impression qu'il y a des métiers, en tout cas, il y a des secteurs où le travail ne se fait pas à la semaine. Tu vois, il se fait à la mission. Et donc, à un moment, on va au bout de nous-mêmes sur cette mission. On se dit un peu au revoir, quelques temps, et après, on peut se revoir. C'est pas toujours toxique. Voilà. Comment on va au bout de soi-même? Comment tu fais quand tu crées un album, et là tu l'as fait avec famille? Est-ce qu'il y a une méthode? Pour aller au bout de soi-même? Ouais. Est-ce que tu as identifié au fur et à mesure des années ce qui te permet d'y aller? Je pense que j'ai l'impression que ça a un rapport avec une forme de souffrance en vérité, hein. C'est ça, hein. C'est quand la souffrance devient insupportable, en fait. Quand t'en peux plus, en fait. Quand tout d'un coup, tous les voyants, c'est terrible ce que je suis en train de raconter. Non, mais t'es honnête. Quand tout d'un coup, tous les voyants sont au rouge, quoi. Quand tu te dis c'est stop, en fait. Maintenant, ça suffit. Parce que je pourrais te dire comment on se rend compte qu'on est allé au bout de soi-même quand tout d'un coup on est satisfait, par exemple, d'un morceau, d'une chanson. Mais on n'est jamais vraiment satisfait d'un morceau. On est à la fois satisfait et insatisfait. C'est très compliqué. Booba, c'est la 2e fois que je le cite. Hein, big up. C'est quand même impressionnant. Il dit qu'un morceau est réussi quand il l'écoute dans plein de situations différentes et qu'il le trouve réussi. C'est-à-dire dans sa voiture, dans un ghetto blaster tout pourri, dans ses écouteurs et tout, et qu'à la fin, il se dit, bon, là, il marche partout. Quand il est sous l'emprise de stupéfiants, quand il ne l'est pas, etc. Et quand il le trouve toujours réussi, c'est que là, c'est bon. Moi, il m'arrive, quand j'écoute un morceau que j'ai fait, de le trouver super, et puis après de le trouver nul, mais tout le temps en fait. C'est-à-dire il y a pas un moment où je me dis ok là c'est bon, il est réussi tout le temps. Donc je considère que le morceau est terminé quand j'en peux plus. Voilà,
c'est là où c'est bon. D'accord. C'est fini. On s'arrête là. Et qu'est-ce que tu as besoin d'aller puiser? Parce que je trouve toujours ça assez fascinant, en fait, le milieu artistique de manière générale, parce que vous êtes quand même dépendant de ce que vous ne pouvez pas contrôler, à savoir l'inspiration. Ouais. Comment est-ce que tu appréhendes ça? Et tu vois, si on prend l'exemple de famille, qu'est-ce qui aurait pu faire que tu ne sois pas inspiré pour écrire et réaliser ces chansons? Comment tu es allé chercher cette inspiration? Alors c'est Booba qui... Non. Faut s'arrêter. C'est la différence, je pense, majeure entre le fait d'être professionnel ou le fait d'être amateur. C'est-à-dire, c'est pas forcément une question de qualité, c'est une question de comment on provoque l'inspiration. Les amateurs, ils n'ont pas besoin de la provoquer, elle vient s'ils veulent. Parfois, ils sont inspirés, parfois ils ne le sont pas, peu importe, puisque ce n'est pas leur métier. Les professionnels, il faut qu'ils la provoquent. Alors, on cherche des manières de la provoquer. Moi, je suis pas mal partisan de la solitude, ça m'aide beaucoup. Le voyage, ça m'aide beaucoup. Et le fait de n'avoir aucun rendez-vous. Voilà, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que je ne suis pas capable d'écrire une chanson si le soir même, j'ai un rendez-vous, quel qu'il soit. Et y compris avec mes enfants. Ah ouais. Donc vraiment, je m'isole, je pars. Et après, il y a des endroits qui sont plus... Je ne suis pas tellement quelqu'un qui parle de vibration. Tu vois, mais il y a quand même des endroits qui m'aident un peu en termes de vibration. Par exemple, les endroits maritimes, tu vois, où il y a la mer, il y a quelque chose d'assez méditatif que moi qui m'aide bien. Donc ça, c'est une bonne technique. Ensuite, il y a les gens avec qui tu peux avoir des conversations. Moi, il y a des gens avec qui j'ai des conversations qui me donnent envie d'écrire. Et puis, il y a les œuvres. C'est-à-dire que ça peut être très utile. Moi, je ne sais pas comment tu sors de certains films, mais moi, je sors de certains films, j'ai qu'une envie, c'est de faire une chanson, de raconter un truc, d'être Chateaubriand, quoi, tu vois. Et ça, c'est génial. Il y a des films comme ça, tu vois. Et il y a des livres aussi comme ça. Je viens de lire un livre qui s'appelle Lorraine brûle, d'une fille qui s'appelle Jeanne Rivière, qui est son premier livre. Et c'est exactement ce livre. À chaque fois que je lisais 20 lignes, j'avais envie de le fermer et d'écrire moi-même, tu vois. Je sais pas l'expliquer, c'est inexplicable, mais il y a des œuvres comme ça qui te donnent, qui provoquent cette espèce de déséquilibre intérieur qui te donne cette envie d'écrire. Voilà. Et après, on prend tout quand on est professionnel. Tout est bon. C'est-à-dire quand on me dit est-ce que tu as une méthode pour écrire, non, j'essaye toutes les méthodes. Ouais. J'essaye tout. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Comment tu sais ou comment tu arbitres quand je sais pas si j'utilise les bons termes, mais une production est finie, ou en tout cas là, une chanson est finie. Ouais. Je fais le parallèle parce que je réfléchis, pour le coup, j'écris pas de chansons, j'écris des livres, mais ce qui est toujours difficile, c'est qu'on peut toujours améliorer un livre. Et c'est ça, c'est ce que je te disais par rapport... Ouais, t'as raison, pardon, je te laisse faire. Non, mais t'inquiète, on peut toujours changer une phrase, peaufiner un chapitre. Qu'est-ce qui fait, toi, que... Ouais, c'est la souffrance, c'est ce que tu me disais, c'est quand t'as assez souffert, tu te dis, c'est bon, la chanson est terminée? En tout cas, c'était pour dire qu'il n'y a jamais vraiment de moment où tu te dis c'est fini. C'est surtout pour te dire ça. Tu fais un deuil, donc... Il y a un moment où c'est le moment de la lâcher, tu vois. Alors moi, là, je te parlais de souffrance parce que tu me demandais comment je faisais pour savoir que le moment où j'allais au bout de moi-même. Il y a aussi l'échéance, hein, tout simplement. J'imagine que c'est pareil pour le livre. Il y a un moment où on te dit, bon, bah là, c'est demain, en fait. Donc tu le retouches plus. Et ce qui fait que c'est assez rare, je ne sais pas pour toi, mais c'est assez rare de se replonger dans ses propres créations. Ouais, tout à fait. Puisqu'on aimerait y retoucher quelque chose parfois, et c'est parfois un peu frustrant. Et puis on a aussi un regard sur nos œuvres qui n'est pas du tout celui qui est celui qu'on requiert, c'est-à-dire le premier regard, le première écoute. Et celle-là, c'est super, et c'est super agréable. Nous, on l'a plus du tout. L'œuvre, elle est complètement usée. Enfin, je sais pas, toi, ton livre, il est complètement usé. Une fois que tu le lis, tu connais tellement par cœur. Il n'y a pas du tout cette impression qu'on va avoir les gens en lisant la première fois ton livre, ils vont se dire, ah, j'aime bien ça m'a plu. C'est fini depuis longtemps. Quand est-ce je sais pas que... si j'ai répondu vraiment, je me suis un peu perdu dans cette réponse. Mais il n'y a pas de bonne réponse, c'est l'avantage d'un podcast. C'est vrai. Tu dirais que c'est quand la fois de ta vie où tu as le plus souffert? Je sais pas vraiment hiérarchiser.
C'est bon signe. Ça veut dire que t'as pas eu. Moi, je sais, tu vois. Je trouve qu'il y a, il y a des traumas qui sont. Ah ouais? Parfois, t'as même pas besoin de réfléchir. Ouais. Ah bon? Ah ouais? Et tu peux le dire? Oui, bah, j'en parle dans mon dernier livre. J'ai eu un problème de santé mentale. Ok. Grave. D'accord. Qui en fait rend obsolète tout autre problème que tu peux rencontrer dans ta vie. Tout ce que je voulais, c'était retrouver juste un équilibre mental et guérir. Guérir, ouais. On guérit? On guérit grâce aux médicaments. D'accord. Donc après, c'est une guérison conditionnelle. Je les prends toujours. On s'équilibre alors. Ouais, on s'équilibre, voilà. Ok. Et ouais, non, moi vraiment, je me souviens. Et ce qu'il faut pas faire, tu vois, mais à l'époque, je comparais n'importe quel mal en me disant, mais en fait, je veux bien prendre ça, je veux bien qu'on me coupe le bras, je veux bien ne jamais avoir de mec dans ma vie, je veux bien ne pas avoir d'enfant, mais juste. Enfin, je veux aller bien, quoi. Ah ouais. Ouais. Eh bien, alors dans ce cas-là, pipi de chat, bon, à côté mes petites non, mais affaires. Attends, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de comparaison. Je pense que le divorce. Ouais. Le divorce, c'est ma masterpiece en termes de souffrance. Ouais. C'est très dur. En tout cas, moi, mon souvenir du divorce, c'est vraiment c'est un vertige terrible parce que ça implique plein de choses. À la fois, c'est une rupture très spéciale le divorce parce que le rupture, c'est un deuil. La rupture, c'est féminin. Et tu fais c'est ce que tu veux. Non, je fais ce que je veux, mais enfin, compositeur. C'est vrai. Le divorce, c'est un handicap. Il faut vivre avec. On se sépare jamais vraiment parce qu'on a des intérêts communs, notamment les enfants. Donc du coup, il faut vivre avec cette personne. Et ça, c'est très très dur, surtout quand on l'aime encore. Enfin, c'est une espèce de souffrance très 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 dure. Ça, j'avoue. Et puis il y a cette solitude. Et puis on a des exemples autour de nous de tellement de gens qui ont sombré avec le divorce, notamment les hommes. Pour le coup, et les femmes aussi, hein, mais moi j'ai aussi pas mal d'exemples autour de moi d'hommes qui ont sombré avec le divorce, donc ça m'effrayait beaucoup. J'ai sombré complètement. Comment on sombre? Parce que on se perd. En fait, je me suis perdu. Je savais plus très bien comment fallait que je fasse pour vivre en équilibre. Et puis en plus, c'était il y avait plein de choses qui venaient les unes après les autres. C'était aussi la période du Covid. Alors, tu vois, tout ça, c'était un moment un peu vertigineux et aussi où on pouvait se perdre. Je ne sais pas si c'est sombrer ou se perdre. C'est quelque chose un peu entre les deux. Donc, quoi tu étais différent de toi d'habitude? À ce moment-là? Ouais. Qu'est-ce qui peut te faire dire aujourd'hui que tu étais en train de te perdre? Je m'isolais. Je pense que c'est ça. J'avais perdu ces repères humains que j'ai retrouvés depuis et qui sont, je pense, indispensables pour ne pas se noyer. J'ai l'impression que les humains, en tout cas moi dans ma vie qui m'entoure, mes proches, c'est un peu mon radeau, quoi, tu vois. Et donc aujourd'hui je l'ai compris, du coup je les perdrai plus. Fini ça. Ouais. En tout cas sur ce point-là précis de ne pas se noyer. Ce qui est assez dingue, c'est que vous êtes remis ensemble. Non. Alors c'est possible. Non, c'est bon. J'en parle pas beaucoup. T'en parles dans le. Ouais, c'est vrai. T'en parles dans l'album. J'en parle dans l'album. T'en parles dans l'album. Oui, tout à fait. Non, on peut en parler, bien sûr. Et je me suis juste demandé par curiosité, et si jamais je dois faire face à ce cas de figure un jour, comment est-ce qu'on sait que, j'allais dire, on peut se remettre ensemble, je sais pas si c'est le terme, mais ouais, à quoi ça tient? À quoi ça a tenu le fait de potentiellement partir pour prendre des routes différentes, à se dire en fait non, c'était pas forcément la bonne décision, nous avons un futur commun. Je trouve ça extrêmement difficile. Ouais. Eh bien, je crois que déjà pour commencer, il faut que je trouve une réponse à ça. T'as le droit de réfléchir, hein. Ouais, je réfléchis. Non, mais tu vois, vraiment, je me dis, en off, là, je sais pas, genre le doute. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, il n'y a pas de doute? Imagine, par exemple, que
les problèmes qui sont liés à ton couple sont liés au fait de ne pas suffisamment laisser l'autre s'exprimer, par exemple. Mettons que ce soit ça. Donc c'est pas une question d'amour, hein, c'est une question de Comportement. d'écrasement entre guillemets, enfin de place prise. Sachant que toi, tu disais tout à l'heure que tu prends beaucoup de place. Moi aussi, je prends beaucoup de place. Et mettons qu'un jour, tu décides de te séparer. Donc quand tu te sépares, chacun vit séparément. Et qu'en vivant chacun séparément, alors tout d'un coup, chacun peut reprendre la place dont il a besoin. Alors là, il y a un problème de régler. Mettons que, par exemple, aussi, les problèmes que tu rencontres dans ton couple soient des problèmes de jalousie, par exemple. Quand tu te sépares, là, la porte est tout à fait ouverte à une nouvelle histoire d'amour. Donc, il n'y a plus de jalousie. Puisque le potentiel amour peut revivre, etc. Donc, ça fait deux problèmes qui, s'ils sont les problèmes de ton couple majeurs, sont réglés là. Donc, tout d'un coup, tu peux te dire, mais en fait, comme ça, on y arrive très bien. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si c'est les problèmes que moi j'ai rencontrés, mais enfin, on peut régler des problèmes en se séparant. En vivant séparés, j'entends. Mais du coup, moi, de ce que j'entends, de ce que tu décris, typique si une personne ne se sentait pas en mesure de s'exprimer comme elle le souhaitait et était trop jalouse ou victime de jalousie, on pourrait se dire, ok, le fait qu'elle se sépare, elle a plus ses problèmes, elle a bien fait de se séparer. Tu vois, Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est genre, non, en fait, je l'aime et on va trouver un moyen de dépasser. C'est le fait de prendre conscience que c'était ça le problème et pas la personne. Mais parce que aussi, tu le dois à ton histoire d'amour, tu le dois à tes enfants, tu le dois à ça, tu vois. Tu dois te donner les moyens de faire que ça réussisse, si c'est possible que ça réussisse. Bien entendu que sinon, tu peux tourner une page. Enfin, je veux dire, des histoires d'amour, tu peux en vivre plusieurs dans une vie. Il y a pas de, moi, je ne crois pas à ce truc il n'y a qu'un seul amour. Il y en a certainement plusieurs. C'est tout à fait possible. Je crois ça. Ce que je vois aussi parmi les gens qui sont divorcés, c'est un nouveau mode de vie et aussi un nouveau mode d'amour. C'est-à-dire que souvent, les gens qui sont divorcés, après, ils peuvent vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui lui-même aussi est divorcé et ils se voient moins que ceux qui sont tout le temps ensemble et qui vivent ensemble et qui dorment ensemble, etc. Et ils sont très bien comme ça. Parce que justement, ils se rendent compte qu'ils sont moins écrasés, qu'ils vivent plus sereinement comme ça, peut-être avec moins d'idéaux, tu vois, ces idéaux qu'ils ont appris à travers... ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça, ils l'ont un peu balayé. Je me souviens d'une fois où j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, en fait, le vrai dépucelage de la vie amoureuse, c'est le divorce. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme phrase parce qu'effectivement, on se sent plus serein à aimer et en même temps à se préserver pour être pleinement soi-même et éviter ces dîners où on dit nous on n'a pas aimé ce film en fait. Il n'y a plus de ça avec le. On n'est plus un lot quoi. On n'est plus un lot exactement. Et c'est quand même super beau aussi comme amour de pouvoir se laisser tranquille et se dire ce soir on dort pas ensemble parce qu'en fait quand on dormira ensemble ce sera parce qu'on a vraiment envie. C'est une autre manière de vivre l'amour, une manière très divorcée de vivre l'amour que moi je trouve aussi très cool. Et puis faut aussi le dire. Quand on avance dans la vie, on se cabosse, tu vois. Moi, je suis beaucoup moins lustré que quand j'avais 20 ans. Je suis hyper cabossé par des histoires d'amour ou d'autres qui m'ont cabossé. Donc du coup, on respecte aussi les cabossages, je sais pas comment dire, de la personne en face. Les blessures, les blessures, voilà, exactement. Donc moi, ça me plaît ça me plaît beaucoup. J'ai vachement appris sur moi quand même globalement avec l'amour. Avec l'amour et le divorce, ouais, complètement. Quel conseil t'aurais aimé savoir avant sur l'amour ? Genre là, si tu devais m'en donner un. Un, c'est un, quoi. Faut pas se tromper. Franchement, tu peux en donner plusieurs. Mais je me dis, tu vois, si tu revois Ben à 20 ans, je sais pas, peut-être qu'il est en études de médecine et qu'il a sa première copine ou whatever. Et il sait tout ce qui va se passer et il peut se donner des conseils pour pas foirer ce qui est évitable. Je dirais
Hmm. De... Adopte un chien. C'est très difficile. C'est très difficile parce que j'allais te dire que c'est pas indispensable. Tu vois. L'amour? Ouais, voilà. Et en même temps, qu'est-ce que ça peut faire de le dire? Enfin, je veux dire, une fois que tu l'as dit, moi, j'ai toujours vécu avec l'amour dans ma vie. Je me C'est souviens. quand la période où t'as été célibataire le plus longtemps? Mais On va rigoler. à combien de temps? Ouais. Peut-être 1 an, Ok. un truc comme ça. Oui, c'est ça, 1 an et demi. 1 an. Ok. Pas beaucoup, hein. Je sais pas. Bon, ça, non, bah, de toute façon, il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Non, c'est ça. Non, mais peut-être c'est ça. Tu vois. T'as quand même vécu 1 an sans personne, quoi. Enfin, sans personne. C'est quand C'est même. justement, je reprends ma phrase, je milite pour qu'on ne résume pas l'amour à l'amour romantique. Ça se trouve, à cette période-là, t'as vu tes amis, t'avais tes enfants ou ta famille et t'étais quand même nourri d'une autre manière. Moi, je trouve ça super, en tout cas, J'ai pas vécu l'amour comme ça, mais j'aurais aimé vivre l'amour comme d'abord un bonus. Mm. Ensuite, quelque chose de... disons, de passer de bonus à nécessaire jusqu'à indispensable. Plutôt que commencer par indispensable. Ah, Tu vois? c'est comme ça- marrant. Ouais. comme ça Moi, que j'ai toujours commencé par bonus. Ben voilà. Je suis jamais arrivé à indispensable. Quand est-ce que tu te rends compte que c'est indispensable? Et est-ce que c'est souhaitable? Mais... Parce que moi, je pense que d'un côté, je dois me l'interdire parce que je n'aime pas l'idée de dépendre de quelqu'un. Bien sûr, c'est magnifique. C'est magnifique de dépendre de quelqu'un. Ah. Mais oui, c'est trop beau. C'est aussi ça la vie, Ok. tu vois. C'est le pharmacien, la pharmacienne. C'est Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. C'est Yann Marguet, tu vois, qui est l'humoriste de quotidien que je trouve excellent, qui a écrit ses chroniques avec sa meuf. C'est tout ça. C'est cette espèce de magnificité qui est la complicité qui va jusqu'à l'indispensable. C'est le discours le discours de l'enterrement dans 4 mages à l'enterrement, tu vois, c'est des trucs, c'est ancré en nous, c'est trop beau. Moi, j'adore. Mais bon, La parce preuve, qu'on- t'as commencé avec indispensable, du coup. oui, voilà, à chaque fois. à chaque fois, exactement. Mais ça, c'est regrettable, par contre, faire gaffe à ça. Ok. Ça doit venir sans faire exprès. Ça doit venir d'abord d'un bonus. Faut être d'abord bien avec soi. Est-ce que ça se choisit? Ouais, je pense que parce que le début de ta question, c'était quel conseil je donnerais en amour, et j'arrivais pas à dire c'est pas indispensable. Mais en vrai, si ça se choisit, il suffit déjà de commencer par être bien avec soi. Je pense, tu vois. Moi, j'étais certainement pas bien avec moi. J'avais besoin d'abord et avant tout d'une histoire d'amour pour être bien avec moi. Erreur, erreur. D'abord, avant tout, sois bien avec toi. Vis avant tout bien avec toi. Comme ça. Comment t'as l'autre fait est- pour être bien avec toi? Eh bien, j'ai fait des tas de choses. J'ai vécu. Vraiment, ça a été très long. J'ai l'impression que cet album, c'est un peu ça, tu vois. J'ai l'impression que Famille, c'est le début d'être bien avec moi. Donc tu vois, jusqu'à 43 ans. présent, tu ne penses que tu n'étais pas bien avec toi. Ouais. Comment tu Il- arrives à le mesurer? Eh bien, je le mesure à travers cette phrase ultra bateau du Cercle des Peu Disparus, là, Carpe Diem, que j'avais évidemment très bien comprise. Bien sûr, il faut profiter du moment présent, évidemment, mais je l'avais jamais assimilé, j'avais jamais réussi à le vivre, parce que pour moi, tout n'était qu'une étape pour aller vers autre chose qu'un moment, tu vois. Donc j'étais toujours vers le futur, j'étais jamais bien avec moi, ou alors j'avais des souvenirs que je trouvais très plaisants, je me Ouais. vautrais dans la nostalgie avec beaucoup de bonheur. Mm. Donc j'étais soit dans l'avant, soit dans l'après. Et là, privilège de l'âge, j'imagine, mais aussi certainement cette construction lente de moi fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis bien avec le présent. Très très bon signe, ça. Par exemple, en ce moment, je joue tous les soirs, 3 soirs par semaine au théâtre de l'Atelier. Ben, je suis trop content de jouer. Alors qu'avant, je jouais en me disant, bon, il faut que je réussisse ce soir parce que comme ça me permettra de. Tiens, non mais là, je suis content, ça y est. Est-ce que tu as toujours fonctionné avec des étapes à atteindre? Est-ce que cette projection dans le futur faisait partie d'un plus grand plan que tu fantasmais ou que tu souhaitais? Bah, certainement, ouais. Et quel était du coup ce plan? Eh ben, j'en sais rien, mais ça y est, il est arrivé. Ok. Je sais pas exactement ce qu'il était. Peut-être qu'il était d'être musicien et de vivre de ma musique. Peut-être qu'il était d'accepter l'idée que je suis quelqu'un qui vit avec de l'intensité. Peut-être qu'il était un peu tout ça, tu vois. Mais en tout cas,
je me suis jamais dit, ok, à un moment, si jamais j'atteins ces objectifs-là, ça y est, ça ira. Parce que j'ai atteint des objectifs qui étaient bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer, tu vois. Et malgré tout, j'étais quand même pas complet. Donc, je sais pas expliquer comment c'est arrivé. J'ai plus l'impression que l'âge la sagesse est venu taper à ma porte. C'est-à-dire que je me suis dit, là, il est temps d'arrêter d'être mieux et juste d'essayer d'être moi parce que le temps presse, en fait, surtout, tu vois. T'as ce sentiment-là ? Ouais, j'ai ce sentiment-là. Depuis quand ? Depuis que j'arrive pas à me tenir droit quand je sors du lit, tu vois, et que je suis obligé de marcher pendant genre 30 mètres avec le dos voûté comme un vieillard, quoi. Peut-être, depuis ce temps-là. Je sais pas. Depuis que... Je ne sais pas d'où vient cette urgence de vivre, là. J'ai l'impression que les enfants, ça aide beaucoup à voir, parce que, tu vois, tu peux regarder des photos de toi il y a 4 ans, t'as pas changé, tu vois, physiquement. Surtout toi, à l'âge que t'as. Moi, il y a 4 ans, je commençais un peu à changer. Mais par contre, tes gosses, en 4 ans, c'est n'importe quoi. La vitesse à laquelle ça va. 4 ans, c'est le temps du collège. D'accord ? C'est ça, mais t'en parles dans une des chansons. C'est l'heure, c'est d'ailleurs, l'heure, je crois. Ouais, voilà, mais c'est l'heure, c'est bientôt, il sera parti. Ouais, voilà. Et c'est la première chanson que j'ai écrite de cet album. Et c'est vrai que quand tu regardes les photos et que tu te dis, mais il faut vite vivre, en fait, parce qu'eux, ils vont partir. Et moi, je les aime tellement. C'est tellement cool ce que je vis avec eux que je me dis, mais vite. Profitez d'eux. Et donc, profitez, tout court, en fait. Je pense que c'est les enfants qui bornent un peu la question de la vitesse de l'existence. C'est marrant parce que je pensais qu'au début, tu vivais le fait que le temps presse comme une forme de poids et presque de décompte. Mais là, de ce que tu dis, j'ai l'impression qu'au contraire, ça te pousse à profiter sans te soucier du lendemain. Donc, en gros, ma question, c'est que tu as peur de vieillir ? Mais t'as raison. J'ai pas peur de vieillir, mais en tout cas, c'est ça. C'est plus... En tout cas, cette peur de vieillir est une bonne nouvelle, finalement. Parce que, comme tu dis, j'ai l'impression de mieux vivre chaque moment maintenant. Tu vois, je le vis avec plus de plaisir. Vraiment, quoi. Je me sens mieux, mais peut-être aussi parce qu'il y a une forme d'accomplissement. Il faut quand même aussi le dire. Il y a des choses que j'ai réussi à faire et à vivre qui certainement m'ont accompli. J'aurais pas pu être comme ça plus tôt dans la vie. C'est possible aussi, quand même le dire. T'as peur parfois que ça disparaisse ou que ça s'étiole ? De l'extérieur, je me dis toujours la pression qui doit arriver avec un album, parce que t'as la comparaison des chiffres. Pour avoir interviewé quelques artistes déjà, il y a ce côté où presque tu remets tout sur la table, même si tu as réussi à construire une image et une identité. Comment tu vis ce rapport à la dépendance, finalement, à la performance ? Déjà, je suis assez impressionné par le fait que tu n'aies pas de notes, en fait. C'est-à-dire, non seulement tu n'as pas de notes, mais tu donnes la sensation d'écouter chaque réponse, alors que forcément, que pendant que tu es en train de répondre, t'es forcément obligé de réfléchir à ce que tu vas me poser comme question juste derrière. Je suis assez bluffé, je te le dis quand même, parce que voilà, ça arrive souvent de répondre à des questions. Et surtout, je me suis mis à ta place pendant quelques temps avec le podcast. Et c'est un exercice vraiment technique. Il faut vraiment se dissocier, quoi. C'est-à-dire, il faut vraiment être à la fois la personne qui va poser la question d'après et la personne qui écoute la question d'avant. Très technique, je le dis un peu aux auditeurs, mais c'est très agréable parce que tu donnes la sensation d'une conversation tout à fait normale. Je sais pas, tu prépares quand même... Un peu. C'est peut-être le métier aussi, parce que tu disais ça fait 7 ans, j'imagine qu'au début ça devait être plus difficile. Je me suis rendu compte très vite que je préférais me concentrer sur ce que l'invité était en train de dire plutôt que d'essayer d'anticiper ou de préparer une question qui serait préfabriquée. Oui, mais... Donc c'est une conversation, en fait. Oui, mais il peut y avoir des problèmes de rythme dans ces cas-là, parce que t'écoutes et puis d'un coup t'es arrivé à la fin de la réponse et puis tu fais... parce que t'as plus rien à dire, parce que là, voilà, tu vois. Et toi, à chaque fois, c'est super relancé. J'aime bien creuser jusqu'au bout. Et du coup, je me souviens plus de ta question. Ouais. Je sais pas si toi, tu t'en souviens. Ma question, c'était comment tu arrives à... Comment tu vis cette dépendance à la performance ? Ah oui. Parce que tu joues. Tu peux pas jouer que pour le plaisir, c'est faux. Ouais, bien sûr. Il y a une exigence de performance.
Totalement, bien sûr. Et en plus, elle est presque absurde. Eh bien, je pense que pour ça, c'est très utile. Enfin, utile. Je pense que le fait de travailler en équipe avec des gens qui ont investi du temps et de l'énergie, ça aide à avoir envie de réussir ton projet, tu vois. Et j'en ai parlé à ma sœur il y a pas longtemps en lui disant voilà, tu vois, sur cet album, on aimerait bien pouvoir faire ça si tu comprends maintenant sur Instagram par exemple, quand on poste quelque chose, bah il y a plus beaucoup de reach là, les gens qui te suivent, bah ils ont pas forcément l'occasion de voir tes posts parce que ma sœur est pas du tout réseaux sociaux, donc je lui ai expliqué ça parce que bah, l'algorithme en fait propose d'autres contenus qui sont pas des contenus des gens que tu suis et tout, donc c'est chiant parce que tu vois on prend du temps et de l'énergie pour faire des jolis contenus qui sont finalement pas vus alors qu'avant on était hyper vus. YouTube aussi, les clips ça marche plus du tout alors qu'avant ça cartonnait les clips. Et elle me disait mais pourquoi en fait, pourquoi t'as besoin autant d'être vu, enfin c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé pour que t'aies autant besoin? Et ben ça m'a vachement questionné quoi. Je me suis dit mais oui, pourquoi? Et j'ai pas de réponse encore. Je sais pas exactement expliquer. J'ai l'impression que le fait d'être allé au bout de toi-même pour créer ton album, t'as envie aussi qu'il soit écouté par le maximum de gens, j'imagine. J'imagine que ça va. Mais j'ai pas de réponse à ça précise. Je sais pas vraiment l'expliquer. À part le fait de travailler avec cette équipe qui ont tous besoin que ça marche. Hein, et parce que c'est joli un succès, tu vois. C'est tellement beau, c'est tellement agréable, ça soude. C'est aussi très agréable pour tout le monde. Et ça permet aussi de la liberté de pouvoir créer quelque chose. Ça donne un coup supplémentaire, un coup d'avance. Et parce qu'on fait aussi ça pour ça. Maintenant, moi, je suis pas non plus effrayé par l'échec. J'ai eu plein d'échecs dans ma vie. J'ai l'impression que c'est aussi comme ça qu'on construit les succès. Tu sais ça, j'imagine que t'en as parlé déjà beaucoup avec des gens qui ont l'habitude de ça. Bien sûr, les échecs... c'est très important, donc ça va, mais la question de la course à la performance et de la raison, je n'ai pas de réponse prédéfinie autre que celle que je viens de te donner. De quel échec t'as le plus appris? Bien, mon premier album, je pense. Mon premier album, c'était un grand, énorme échec. Parce que en fait j'ai commencé par la scène. Moi j'ai fait beaucoup de scènes parce que les maisons de disques s'intéressaient pas à moi, me trouvaient pas du tout intéressant. C'est-à-dire c'était un peu frustrant parce que je voyais plein d'artistes qui faisaient partie de mon entourage, qui avaient plein de maisons de disques qui s'intéressaient à eux. Du coup, dès lors que tu as 2 ou 3 maisons de disques qui s'intéressent à toi, elles se concurrencent pour essayer de te signer, et donc du coup les chiffres montent, enfin c'est génial. Moi il y avait absolument aucune maison de disques, donc du coup ça réglait le problème. Ça réglait le problème. Donc, du coup je faisais des scènes, j'essayais, je faisais des premières parties, beaucoup de premières parties, et donc j'ai fait genre peut-être 4 ans ou 5 ans de premières parties et de concerts avant d'avoir une proposition d'une seule maison de disques qui est Columbia, qui est toujours ma maison de disques. Enfin là maintenant on produit nous-mêmes, mais moi qui a été pendant longtemps et qui là nous distribue. Et donc j'ai pas pu mettre en concurrence ce contrat avec un autre puisque je n'avais que celui-là. Et une fois que j'ai signé en maison de disque, c'était tellement le Graal, tu vois. Pour moi, c'était gagné. Ça y est, ça allait marcher, tu vois. Et en plus, quand tu rentres dans une maison de disque, tout ton entourage de maison de disque est enthousiaste, tu vois. Te dit, c'est génial, ton album il est génial, c'est incroyable, ça va être ouf. Ça va être un truc de malade. Et donc moi, je me disais, oui, en plus sur scène, il y avait une vraie réponse, tu vois. Donc j'y croyais, et en fait j'y connaissais rien du tout. Je savais pas qu'en fait là vraiment le vrai travail commençait, notamment pour faire exister ton projet. Et voilà, on m'a dit à l'époque, donc ça date, il y avait une émission qui était incontournable, qui était le Grand Journal, qui était donc une émission sur Canal, qui était vraiment la grand-messe de notamment la musique. Si tu passais au Grand Journal, c'était bon pour toi. Et j'avais une programmation au Grand Journal. Je m'en souviens, j'avais rendez-vous avec mon banquier et je lui avais dit oui, voilà, donc effectivement je suis médecin, mais en vrai je fais de la musique. Bah, vous pourrez me voir d'ailleurs mercredi prochain, je suis au Grand Journal et tout. Il me dit ah ouais, d'accord, ok, incroyable et tout. Il était vraiment très très surpris et en même temps curieux. Et en fait, ils m'ont reporté le Grand Journal parce que ce soir-là, il y avait Metallica qui était à Paris, donc ils sont venus jouer. Puis ils m'ont encore reporté une autre fois parce que cette fois-là, c'était... Et puis après, ils m'ont plus jamais programmé. Et je ne suis plus jamais allé voir ce banquier car j'avais beaucoup trop honte.
de le revoir, puisqu'il s'est dit, lui, c'est un bon gros mytho. Donc voilà, j'ai jamais été programmé au Grand Journal, j'ai pas fait une seule vente de cet album. Et j'ai compris que, et d'une, quand tu signes en maison disque, tout était à faire, qu'il fallait pas écouter les gens qui te disaient que tu étais formidable, que tout partait et finissait à ce que toi, tu allais proposer et insuffler dans ton projet, qu'en vérité, il fallait avoir des idées, et avoir des idées, c'était génial comme projet, qu'il fallait pas cracher sur des mots comme communiquer ou marketing, parce qu'en fait, ça, c'était juste avoir des idées, que l'emballage, quand tu fais un album, c'était non seulement c'était important, mais en fait, c'était intéressant et passionnant, parce qu'on peut y mettre de l'artistique, de la créativité, et il faut surtout pas le donner à quelqu'un, comment on dit, le confier à autrement que toi, parce qu'en fait c'est le bras armé de ta proposition artistique, voilà. Donc j'ai à partir de là commencé à faire des albums en essayant de tout faire moi-même, et en ne me souciant pas trop de ces gens qui me disaient que c'était très bien ou pas bien. En fait il fallait juste que j'aille au bout de ma proposition et continuer à essayer de communiquer de la manière la plus moi-même possible, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de méthode. Et d'ailleurs, je continue à penser qu'il n'y a vraiment pas de méthode ni de modèle. En plus, ça n'arrête pas de changer. Donc, ça prouve à quel point il faut parler avec tes armes et ta sensibilité artistique et voilà, ton propos, quoi. Tu te demandes parfois ce qu'aurait été ta vie si tu avais été médecin ? Tu veux dire seulement, quoi? Ouais, seulement. Ouais. Je sais pas, t'as exercé ? Ouais. Ah ok, je pensais que tu t'es arrêté... Ouais, j'ai exercé jusqu'en 2015. Ah oui, donc en fait... J'ai exercé pas mal, ouais. Eh ben écoute, je me demande, ouais, parfois. Je me demande, bien sûr. Est-ce que t'as un FOMO ? Non. Non, parce que je pourrais y revenir. Ouais. Et peut-être que ça arrivera, d'ailleurs. Comme on disait au début, l'aventure, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, le diplôme, il est valable en Europe entière. Ah, je me dis, alors non, il faut un petit peu, je pense, aller voir le Conseil de l'Ordre et leur dire, bon, j'ai un projet. Certes, j'étais musicien. Ça fait 10 ans que j'ai pas foutu les pieds dans un cabinet. Donc je pense que tu fais un an, ouais, tu te remets un peu à flot. Mais par exemple, je me dis d'aller visser ma plaque à Dublin. Trop marrant, non? Je sais pas, ça peut être une beau vie. Plot twist. Tu vois, ouais, voilà. Tenter un truc comme ça, ou je sais pas, en tout cas, je me dis ça peut être un bon outil pour la suite de ma vie. Je sais pas du tout ce qu'elle sera. Tant mieux, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as essayé d'insuffler dans l'éducation de tes enfants que tu n'as pas eu toi? Alors, j'entendais Lola Lafont qui disait que on se construit pour être l'adulte qui nous aurait sauvés enfants. J'aime bien cette phrase. J'ai l'impression que aussi on se construit pour être le parent qu'on aurait aimé avoir quand on était enfant. Donc je suis un peu ça. Donc qu'est-ce que j'ai insufflé à mes enfants? En tout cas, qu'est-ce que j'essaye? Parce que bon, tu sais, tu tentes et puis entre ce que tu essayes de leur dire, tu essayes de leur insuffler et la vérité de ce qu'ils vont recevoir, je pense qu'il y a vraiment un fossé énorme. Moi, j'essaye à travers ce que je leur dis, en tout cas, qu'ils aient confiance en la vie, tu vois, que la vie leur donne envie. Surtout ça, pardon. Surtout d'avoir envie de tenter le coup, d'oser, tu vois. Si ça leur plaît pas, de démissionner, d'éviter la frilosité. Ou en tout cas, s'ils la ressentent, parce qu'on peut la ressentir, c'est ok, moi je la ressens, d'avoir le courage de la combattre. Tu vois, de ne pas avoir peur. Ou alors si on a peur, d'avoir le courage de faire ça. J'aimerais bien, parce que mes parents m'ont vachement appris ça. Mes sœurs et moi, on croit que l'avenir sera meilleur. Tu vois, ça c'est quand même vachement bien et pratique. Et ça t'a pas causé trop de désillusions? Pas du tout. Genre, même aucune, je crois. Et j'ai l'impression, quand je vois ton parcours, qu'on t'a aussi un peu insufflé ça, toi. Tu vois, en tout cas, ah ouais, c'est vrai. T'as pas l'air très frileuse, tu vois. T'as tenté plein de choses. Non, c'est sûr, mais t'as l'air de regarder la suite
avec C'était pas pas mal insufflé. Ah, c'était pas insufflé, d'accord. Ça vient de toi en toi. Ben, je serais oui, ou alors en réaction justement au fait que c'était plutôt l'inverse. Ah, Je pense, enfin ça après c'est presque psychanalytique, hein. Mais en tout cas, je pense qu'en tout cas ça peut se décider, même si ouais. c'est pas voilà dans notre environnement, dans notre éducation. Pour les personnes qui nous écoutent, que j'aimerais rassurer, je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas développer ou en tout cas difficilement parce que c'est inné. Ça, pour le coup, en effet, ce goût de l'aventure, hein, même plus que du risque, cette soif de vivre et d'oser, je pense que ça peut se développer. À partir de quoi? Comment? Les rencontres Je crois beaucoup au pouvoir de l'imaginaire. Ok, Je pense que j'ai été influencé quand même par le bon nombre de romans que j'ai lus. ok. Et ce qui est assez beau avec le roman, c'est que tu as quand même un schéma narratif assez... Voilà, avec les rebondissements. Et en fait, tu vois que les héros, les héroïnes n'arrivent pas par hasard là où ils veulent aller. Donc je pense que je me suis toujours dit que c'était possible de rêver grand et d'essayer d'avoir une trajectoire similaire à celle des héros que j'admirais. À travers la littérature. À travers la littérature, ouais. Ok. Je pense qu'il y a eu pas mal de ça, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas les TED Talks, tu vois, putain, ça y est, je deviens vieille. Au moment où tu dis à l'époque, c'est que bah il y a une époque qui est passée en fait. De mon temps. J'ai pas l'habitude encore. Mais attends, de toute façon, le livre, c'est intemporel. Oui, le livre, c'est intemporel. Coup, non, mais parce que je disais, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore plus facile avec des TED Talks ou même des podcasts. Les podcasts m'ont beaucoup aidé aussi, hein. C'est vrai que c'est arrivé, j'ai commencé à écouter des podcasts à 17 ans. Ok. Donc il y a 10 ans, et j'en ai vraiment beaucoup bouffé. Et en fait, tu as des parcours de vie tellement différents. Tu te rends compte du champ des possibles. Et ça t'ouvre, je pense, ça t'enlève les œillères que tu pouvais avoir en fonction du milieu dans lequel tu as évolué. D'accord. Qui est donc, en l'occurrence, pour te concernant, était plutôt enclin à la prudence. Voilà. D'accord. Au conformisme. Ok. Parce que c'est rassurant. Oui. Et en tout cas, tu as eu la chance aussi de trouver une certaine accointance pour la littérature, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'enfants. Hein. Globalement, c'est chiant de lire. Attends, qu'on se le dise, à 8 ans, je lisais pas Shakespeare. Hein. Non. Je lisais Cœur Grenadine, ok? Ouais, mais j'allais tu lisais. À la bibliothèque. Mais c'est trop bien. Et je reco. Ouais, mais tu vois, Cœur Grenadine, il y a plein de destins, quoi, de gens Ouais. qui vivent des choses formidables, et puis ça te correspondait à ce moment-là. Ouais. Et puis, bon, on va pas se mentir, ceux qui lisent L'étranger à 10 ans, Écoute, je l'ai lu ils craquent à 14, tu vois. Ouais, je l'ai lu à 17 et Unpopular opinion, moi je n'ai pas du tout raisonné avec ce livre. Ok. Ouais. Toi, oui? Je comprends pas je pense que je l'engouement. suis complètement d'accord avec toi, et puis en même temps, je m'en souviens très bien. C'est quand même bizarre. Ouais, c'est vrai. Ça a peut-être Donc, le mérite, c'est quand même bizarre. ce mérite-là. Moi aussi, je m'en souviens très bien. Bah, parce qu'en fait, il est absurde. On se souvient quand même plus facilement de l'absurdité. C'est possible. Enfin, aujourd'hui, maman est morte, ou hier, je ne sais pas. Enfin, tu vois, voilà. Il y a peu de livres dont je me souviens de la première phrase, mais là, ça questionne quand même. Ouais. Après, Camus, lui aussi, comment dire, la personne, moi, après, m'a beaucoup parlé, notamment son discours quand il a eu le Nobel. Là, je m'en suis pas mal. Enfin, je l'ai écouté beaucoup parce que j'adore les discours. Ouais, je suis passionné par les discours. Je trouve ça toujours hyper beau, les discours. C'est vrai. Les discours de remerciement, c'est toujours fascinant. Il y en a qui les réussissent tellement bien. L'art oratoire, de manière générale, je trouve. Ah ouais. Ouais. Exactement. C'est pour ça que je parlais puissant. de la manière que tu as d'interviewer, parce que ça m'impressionne beaucoup. Notamment, moi, je porte pas ce peuple particulièrement dans mon cœur, mais les Américains, ils ont une manière d'apprendre l'art oratoire qui est assez étonnant. Je suis allé à un mariage il y a pas longtemps aux États-Unis, et je voyais comment les gens faisaient leur discours pour les mariés. Personne n'avait de notes. Personne. Ils avaient. En fait, c'est interdit, je pense. Enfin, je sais pas, ça se fait pas comme ça. Tu sais quel est l'ingrédient dans tout ce que tu décris? La confiance. Oui. Ils sont éduqués avec un tel niveau de confiance, pour le meilleur comme pour le pire. On voit ce que ça a donné à la présidence, mais qui leur donne des ailes. Sur leur oratoire. Alors que nous, je pense que on est vachement bon élève, et donc, moi, quand je dois écrire des discours, alors pour le coup, il n'y a pas énormément de mariage encore, c'était plutôt des enterrements, mais je suis toujours préposé, tu vois, au discours d'enterrement. J'ai peur de mal faire, tu vois. Il y a vraiment, là, pour le coup, j'ai mes notes, j'ai écrit mon truc. Bien sûr. Parce que je pense qu'on n'est pas amené tellement à se faire confiance. Mais je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise chose, hein, parce que du coup, au moins, on a les pieds sur terre, tu vois. On n'est pas non plus des lulus. Enfin, quand tu vois les aberrations que Trump peut prononcer,
tu te dis quand même, la confiance en soi a ses limites. Tout doux quand Tout même. doux. Ouais. On ne mangera pas des chats, ni des chiens, ni voilà. Tout doux sur la confiance en soi, mais cette façon de faire des discours, et puis et pour revenir à ça, moi les discours, j'ai vraiment une passion. Tout à l'heure on parlait de Quatre mariages d'enterrement, et il y en a beaucoup, les discours dans ce film, et globalement ce réalisateur, là, Richard Curtis, qui a donc fait Quatre mariages d'enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, tout ça, il adore ça, les discours. Il y en a d'autres, des sublimes, il y a celui du Premier ministre dans Love Actually, où il raconte qu'il adore les aéroports parce que c'est un endroit où les gens se disent qu'ils s'aiment et s'embrassent et tout, mais ce discours est tellement génial. Voilà, tu vois, on parle de Camus et de Richard Curtis, ça me va très bien. Que de bonnes refs. T'as un discours qui t'a particulièrement marqué, à part cela? Bah celui-là, là, déjà, j'ai beaucoup aimé. Le Nobel de Camus était vraiment magnifique. Il y en a un que j'adore, qui est aussi celui de Ricky Gervais, à la dernière fois qu'il présente les Golden Globes, où il dit il dit aux gens qui vont prendre leur prix, bon, faites pas trop, ne vous en servez pas comme du tribut politique, parce que vous travaillez tous soit pour Apple, soit pour Disney, soit pour etc. Et c'est très bien dit, et c'est très 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 drôle, et c'est très réussi. Et puis il y a un discours que j'aime beaucoup qui est alors là pas du tout ta génération, qui est Coluche, qui a donc le César du meilleur acteur pour Ciao Pantin, et qui vient faire un discours. On sent qu'il est très touché, très ému. En même temps, c'est un humoriste, donc il faut qu'il soit drôle. Et il n'est pas forcément très drôle. Il commence juste parce qu'à ce moment-là, il y a un type qui est un producteur de cinéma qui produit beaucoup de films, notamment son film. Et il dit, voilà, je voudrais commencer par remercier Claude Berry, comme tout le monde. Et ça commence comme ça, tout le monde rit quand même. Il est très ému, et j'ai un souvenir très, très ému de ce discours-là. Puis il y en a un autre, et après j'arrête sur les discours, parce que tu me lances Dany Girardot, qui est donc une comédienne égérie des années 70-80, qui a un peu disparu du cinéma, puis qui obtient le César du meilleur second rôle pour un rôle dans Les Misérables de Claude Lelouch. Et elle arrive au César, et elle dit combien le cinéma français lui a manqué. Elle ne sait pas si elle a manqué au cinéma français, mais lui, ça lui a manqué. Elle le dit en pleurant, et c'est magnifiquement beau. Voilà. Je te les ai tous dit, ceux qui m'ont très ému comme discours. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Que j'ai fait quelque chose pour la première fois. Bah là, je crois, c'est de jouer, d'avoir une résidence dans un théâtre. C'est ma première fois. C'est-à-dire d'aller tous les soirs jouer dans le même endroit, d'avoir ma propre loge que je dois pas quitter à la fin de la soirée, tu vois. Donc j'ai mes affaires, j'ai un lit dans lequel je dors. Tu sais, c'est le genre de loge. Je peux faire la sieste, ouais. Ah, je dors pas la nuit, mais j'ai un lit, quoi, tu vois. Tu sais, c'est le genre de loge où on reçoit des fleurs. Ouais, j'ai pas reçu de fleurs, hein. Mais je veux dire, tu vois, ce genre de loge où tu sais, t'es acteur et puis tu reçois des fleurs parce que ça vient de, je sais pas moi, d'un acteur célèbre. Il dit, oh, Jean-Paul Belmondo m'a envoyé des fleurs pour ma première, tu vois, ce genre de loge. Voilà. J'ai une loge comme ça, et donc ça, c'est vraiment une première fois, et c'était un rêve pour moi. J'adore, j'ai l'impression de vivre totalement un rêve, et une première fois où je dis à mes enfants, bah, papa va travailler, je reviens tout à l'heure, tu vois. Alors que d'habitude, papa va travailler, part le mardi matin, rentre le dimanche, tu vois. Donc là, pas du tout, je pars le mardi à 16h et je rentre, il est 21h30, tu vois. Et limite, je peux regarder le foot avec mon fils, ce qui reste encore une mi-temps, quoi. C'est génial. Et je m'assois, ils sont en train de regarder, il me dit, alors, c'était bien? Genre, comme si c'était normal, alors que c'était hyper intense. Ce que je vis à chaque fois, chaque soir, c'est méga intense. J'aime bien ce truc de l'intensité. C'est quoi la prochaine aventure que tu as envie de vivre? Alors, j'aimerais bien trouver une manière de faire de la musique à la télé. Point. Ok. Tu vois, je trouve qu'il n'y a plus C'est beaucoup. vrai. Tu vois, j'ai le souvenir de. Enfin, j'étais pas né, donc je vais pas exagérer sur j'ai le souvenir, mais Claude François, il faisait ça. Il faisait des concerts, puis parfois il faisait des émissions totalement à 20h50, des primes, où il faisait de la musique à la télé, il faisait venir plein de gens et tout. Je trouve ça super, on fait plus trop ça, j'aimerais bien trouver ça. J'aimerais bien trouver la prochaine aventure, ça pourrait être ça. Mais c'est tout petit.
Sinon, une grande et belle aventure, j'en ai pas encore là. Je suis tellement en train de vivre celle-là, là, en ce moment, là, l'album il vient de sortir. Du coup, j'essaie de vivre ce truc-là à fond. Il y a les festivals d'été, ça va être. C'est un peu un truc très particulier, les festivals d'été, quand t'es artiste, t'es dans ton tourbus avec toute ton équipe, tu vas d'un festival à l'autre, il y a un côté itinérance, colo de vacances, tout ça, ça se construit. Donc, on est en train de construire cette aventure-là, déjà. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi? Ou comment est-ce que tu es perçu qui est différent de la réalité? Bah, Par exemple, en off, Edith Preto nous avait dit que je suis drôle. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est vrai que t'as pas l'image du mec drôle. Qui, moi? Non, Edith Preto. Moi, j'ai pas l'impression de pas avoir l'image du mec drôle. Ouais, je parle pas de toi. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est parce que je suis très drôle. Non, je pense que j'en sais rien. Vraiment, je peux pas te dire. J'ai l'impression que là, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis là et que je me mets tout nu beaucoup C'est vrai. sur scène. Il va le faire au sens propre. Vraiment. Au théâtre de l'atelier. Exactement. Voilà. Ouais, donc venez, enfin, au moins pour ça. pour voir ça. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose des versions de moi qu'on connaît pas, notamment la question de l'humour. J'avais beaucoup au centre dans mes spectacles. Je pense qu'on connaît vraiment pas mal. Et surtout sur ce nouveau spectacle, on apprend plus sur mes fragilités notamment. C'est un beau mot, fragilité. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt un que beau faiblesse. Oui, c'est vrai. Oui, c'est moins vrai. connoté. T'as raison. Et toi, qu'est-ce que les gens savent pas de toi que tu es? Bonne question. Est-ce que c'est pareil? On coupera. C'est spontané. Qu'est-ce que les gens ne savent pas de moi? Est-ce que c'est pareil, toi aussi, sur 7 ans de podcast, les gens ils doivent bien puissent plus les livres, plus ton... Du coup, 7 ans de podcast, c'est sûr qu'ils me connaissent très bien parce que j'ai pas de filtre. Est-ce qu'il y a un aspect de ma personne? Je pense l'attachement, le grand attachement que je peux avoir à des situations, des endroits ou des choses complètement inattendues. Je pense que ça, j'en ai jamais trop... Enfin, je suis vraiment quelqu'un de... Si, j'en ai déjà parlé dans une vidéo quand même une fois, je crois. Mais tu me proposes d'aller à Agde, chez ma grand-mère, ou de faire le Machu Picchu au Pérou, je vais à Agde chez ma grand-mère. Ok. J'ai une espèce de passion pour ce qui me rappelle des bons souvenirs. D'accord. Et tu trouves donc, ça... du coup, pas très aventurière, mais... Ouais. Je trouve ça très confortable, mais au sens vraiment de bien-être, quoi. Aller dans un endroit où je suis déjà allé, regarder des films que j'ai déjà vus, voir des gens que je connais. Après, c'est paradoxal parce que j'aime bien aussi rencontrer de nouvelles personnes, mais en tout cas, notamment pour les endroits, j'aime beaucoup aller dans ce qui me rappelle des bons souvenirs. C'est ok, non, ça? Ah bah oui. De toute façon, la question, elle appelait pas à quelque chose de polémique. J'ai l'impression que ça différencie les nomades des sédentaires. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que les sédentaires sont des gens qui se sentent épanouis là où ils ont des repères. Et les nomades sont des gens qui se sentent épanouis là où ils vont découvrir. Et en fait, heureusement qu'il y a les deux. Parce que les nomades, ils adorent aller quelque part où il y a des sédentaires, hein, c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils vont à Paris, ils veulent rencontrer des Parisiens, hein, c'est sûr. Donc il en faut des Parisiens. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est marrant parce que moi j'ai grandi dans une famille de nomades. Hein. Tout le monde aime avant tout le voyage, découvrir, aller ailleurs, donc pas de repères. Je suis né à Nice, mais j'aurais pu naître ailleurs. Et je pense que je suis le sédentaire de la bande, tu vois. Justement, qui suis resté là où je vis. Mais j'ai une sœur qui a vécu en Asie pendant 17 ans, une autre qui peut pas passer 3 ans quelque part sans aller vivre ailleurs, etc. Mon père, ultra nomade, a vendu tout ce qu'il avait pour aller vivre chez une meuf qu'il a rencontrée sur Attractive World. C'est quoi Attractive World? C'est une appli de rencontre. Ah d'accord, ok. Je crois. Elle n'existe plus. Elle n'existe peut-être plus. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ok.
Mais enfin, tout ça pour dire que... Je me suis dit que c'était peut-être un truc de voyage où tu rencontrais les gens au fur et à mesure. Non, c'est une appli de rencontrer. Enfin, Ouais, voilà, tout et simplement. puis super, hein, il s'aime et tout va bien. Waouh. Mais je veux dire, c'est rare quand t'as 75 ans de dire ok, je vends tout, mais y compris ses meubles, hein, il n'y a plus rien du tout, pour aller vivre chez quelqu'un. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'est aussi l'idée que ses repères ne sont pas Agde chez sa grand-mère. Tu vois. Big up. Alors Zach que à toi. moi, oui, j'aime bien. Ouais. Ouais. Et non, elle n'est pas au camp nudiste. Oui, voilà. Voilà, j'ai souvent la question. Ouais, je pensais un peu aussi à ça. Ok. Et je regrette parce qu'effectivement, C'est un préjugé. c'est tellement plus que ça. C'est Ouais. tellement plus que C'est ça. tellement dommage, mais bien sûr. Qu'est-ce que le podcast que tu as fait sur l'amour, où tu lis avec des invités du courrier Ouais. du cœur, Ouais. qu'est-ce que ça t'a appris sur l'amour ou comment ça a changé ta perception de l'amour? Sacrée première fois, en tout cas, ça. Ouais, aller à un podcast, j'imagine. j'ai pris une Ouais. belle tarte. C'est très dur à faire. Ah ouais, C'est ouais, pour parce ça. qu'il y avait pour le coup Je vraiment. vois plus pareil maintenant, vous, tu vois. Qu'est-ce que ça m'a appris sur l'amour? D'ailleurs, on a reçu Maud Ventura, nous aussi. Ah, c'est enfin, vrai. putain, je dis n'importe quoi, c'est sur le book club, mais peut-être bientôt sur le podcast. Sur l'amour, ça m'a appris... bah déjà, ça m'a appris à écrire des chansons sur l'amour autrement que sur le mien. Et c'est très utile parce qu'il y en a plein dans l'album, justement, tu vois, Rupture et d'autres où j'ai donc appris à écrire des chansons qui parlaient pas de ma propre histoire d'amour, mais qui parlaient quand même d'amour. Donc ça, c'était vraiment très bien. Après, sur l'amour conjugal en soi... Parce qu'on connaît toujours que son propre prisme. oui, c'est vrai. Et toi, là, tu as eu l'occasion de découvrir C'est vrai. le prisme voilà, d'autres personnes, d'autres Mais histoires. tout le d'autres temps, vécus. j'en ai tellement lu. J'en ai reçu 1003, je crois. Non, C'est long ouais. à lire, 1300 lettres. T'observes des schémas dans ce que tu reçois? De façon d'écrire ou Non, d'amour, tu vois, de façon d'aimer, d'erreur, de... Tu vois, Bah. est-ce que tu t'es dit, putain, mais en fait, dans l'amour, c'est fou à quel point il y a des tendances, quoi. Bah, c'est difficile parce qu'il y a un biais quand même de recrutement. C'est-à-dire toutes les lettres que je recevais, ce sont des gens qui écrivent parce qu'ils défonctionnent, parce qu'ils ont besoin d'un conseil. J'avais pas de lettres de gens qui Tout me le monde a disaient... besoin de conseils. Oui, non. Il y a des gens, en tout cas, personne m'écrivait en me disant ça se passe hyper bien en ce moment avec ma meuf, je voulais juste te le dire pour que tu aies dans les lettres aussi des gens pour qui tout va bien. Ça n'existait pas. Donc j'avais quand même surtout des dysfonctionnements, et en plus des dysfonctionnements en rapport avec ce que moi je représente dans le paysage musical. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai reçu aucune lettre qui portait sur les violences conjugales, alors que ça concerne une femme sur 10. Et on a fait une émission sur les violences conjugales, malgré le fait que j'ai pas reçu de lettre, parce que c'est le plus grave de tous les dysfonctionnements conjugaux. Donc je me disais, je peux pas faire une émission qui porte sur l'amour conjugal sans en parler, même si pour autant j'ai reçu aucune lettre, parce que je me dis, bon, bah, quand tu souffres de ce genre de problème, tu te dis pas, tiens, trop bien, je vais écrire à Ben Mazué, ouais, il va m'aider lui. Non, pas du Ouais, tout. ouais. Enfin, c'est sûr que non. Donc il y a ce biais-là. Ce que j'ai retenu, c'est que j'ai reçu surtout des courriers de femmes, par exemple. Et ça, je sais pas très bien expliquer pourquoi. Tu sais l'expliquer, toi? Tu saurais dire? Je sais pas alors, pourquoi. j'interprète, hein, mais c'est des hypothèses. Déjà, est-ce que ton public est pas plus féminin? Bah, certainement, si. Bon. Et pourquoi est-ce qu'il est plus féminin? Parce que je pense que se soucier de l'amour, c'est un truc de femme Tu dans crois? l'imaginaire des genres. Peut-être, ouais. C'est Peut-être. pas viril d'écrire une lettre en mode j'aimerais que ma copine soit plus épanouie. Est-ce que tu... Non, c'est une forme d'aveu Peut-être. de faiblesse de la part d'un homme qui est censé tout maîtriser ou tout contrôler pour avoir une valeur sur le marché. Ouais, c'est vrai. T'as Il y déjà a- écrit, toi, un conseil conjugal? Non, mais je suis déjà allé voir. Ok, donc c'est pas mal. Il y a un truc que j'ai appris, quand même. Un truc que je savais pas du tout. C'est que les vieux font l'amour. Ça, j'avoue, je savais pas du tout. J'avais Bah, c'est complètement... tellement invisibilisé Ouais. dans les médias, dans le cinéma, que si c'est pas représenté, on peut pas l'assimiler. Bah, exactement. Et on a fait une émission sur le célibat, et j'avais reçu une lettre d'une dame qui disait, voilà, j'ai 65 ans, je suis grosse, je suis moche, et j'ai quand même envie de baiser. Comment je fais, en fait? Et du coup, on a tiré sur ce fil, et j'avais une journaliste qui a donc fait tout un sujet sur l'amour et les vieux, et on s'est rendu compte que c'était la deuxième préoccupation des vieux de plus de 80 ans.
tu vois. Devant la santé, j'imagine. La tendresse. C'était non mais par rapport au couple, Ah, tu par vois. rapport au couple. Donc ça veut dire que ça existe vraiment et c'est complètement invisibilisé exactement comme tu l'as dit. C'était même pas dans les études. Les gens de plus de 60 ans n'étaient pas comptabilisés dans les études jusqu'aux années 2000, pour te dire, les études sur le sexe. Tellement on considérait, tu vois, la mamie comme mamie Nova, en fait. Et en fait, du coup, ça m'a vachement intéressé et je l'ai découvert, voilà. Ok. Bah, je vous invite à écouter le podcast avec Sophie Fontanelle qui en parle très bien. C'est un chien. On est donc avec Tokyo, le chien de Ben, que tu ne genres pas. Non, j'avoue. Mais c'est hyper intéressant. T'as pas de... Je dis le chien ou la chienne ou elle, il, je fais pas trop de différence. Ouais, parce que toi, tu ne formalises pas la différence de genre. Tu ne... Sur les animaux ? Non, même chez les humains. Ah si, sur les humains, si. J'essaye de pas le faire, mais j'ai surtout essayé de pas le faire avec mes enfants et j'ai complètement raté mon coup, j'avoue. Ah ouais. Ah ouais. Mais parce que socialisation aussi des pères. P-A-I-R-S, tu vois, je pense que... Bien sûr. Tu peux agir dans une certaine mesure, quoi, mais... Bien sûr. Et puis parce que j'ai pas eu le courage aussi d'aller contre-courant. Il y a un courant, comme tu dis, les pères. Ouais. La cour d'école. La cour d'école est tellement conservatrice. On n'imagine pas à quel point. C'est extraordinaire. Parce que c'est plus simple, en fait, de représenter des archétypes. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, t'as beau pas... Genre, je te dis, j'ai fait le maximum pour pas genrer mes enfants et finalement, j'ai des garçons qui réclamaient pour Noël des petites voitures, quoi. Des voitures, tu vois, qui n'ont jamais demandé de cadeaux dits de filles, tu vois. Et je sais pas pourquoi. Mais je pense que ça portera ses fruits quand même à terme, j'espère, un petit peu. Et toi, t'as jamais souffert de ton expérience, de ta masculinité telle qu'elle est, comparativement à ce que la société souhaite qu'elle soit ? Mais si, plein de fois. Ah ouais ? Bien sûr, j'en ai souffert plein de fois et c'est pas grave. C'est-à-dire que je peux pas considérer que ce soit quelque chose qui a été très préjudiciable. Mais par exemple, je te donne un exemple. À l'hôpital, j'ai jamais été ce médecin viril qui prend des décisions et donne des ordres, tu vois. Et pourtant et donc du coup je sais pas si c'est concomitant, mais j'ai jamais eu d'histoire d'amour avec qui que ce soit à l'hôpital, tu vois, ni infirmière, ni médecin, ni autre, parce que c'est comme ça que je l'explique, hein. Je n'avais pas de masculinité sexuelle, j'étais pas sexy, j'étais pas le médecin sexy chirurgien qui dit à l'infirmière comment faire et trop bien, tu vois, trop sexy, tu vois. Non, moi je dis mais qu'est-ce que t'en penses en fait? Et je me souviens plein de fois d'infirmières démunies en fait face à cette question, me disant comment ça, qu'est-ce que j'en pense? Mais je sais pas, tu vois, je comprends pas cette question, tu vois. Voilà, donc par exemple, ça c'est une expérience de la masculinité un peu négative, quoi. Enfin négative en tout cas. Moi quand on m'a dit tu vas voir un médecin à l'hôpital, mais laisse tomber, quoi. Ça va être incroyable, tu vas vivre plein d'histoires d'amour avec plein de femmes à l'hôpital, que dalle. Comment t'as réussi à construire ton sexy dans un monde qui, en effet, rend l'homme sexy de par sa force, parfois sa violence, de par ses muscles. Enfin, comment t'as réussi, toi, à construire et à te trouver sexy? Eh bien, par le mystère. Okay. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui fait de moi quelqu'un de sexy. C'est très mystérieux. D'ailleurs, je suis pas sûr. Enfin, je me trouve pas du tout sexy. Et je pense que ça m'échappe complètement. Et je pense que c'est ça qui est le plus cool en fait dans l'histoire. C'est le fait de ne pas s'en soucier, de se dire ok, en fait, j'arrive pas, je comprends pas, donc laisse tomber. Tu vois. Moi, je suis vraiment loin de tous les archétypes de la masculinité. Je l'ai toujours été. J'étais pas bien foutu, j'étais pas, j'avais pas de blouson en cuir, pas de moto, j'ai rien qui se rapproche de ce que je peux considérer comme la masculinité sexy, ou en tout cas quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai très vite abandonné en me disant de toute façon, je comprendrai jamais vraiment pourquoi une femme qui me trouve sexy me trouve sexy, donc
tant pis, va tout droit. Voilà. Donc tu l'as vite accepté. T'as pas eu de phase de rejet ou de tentative de correspondre aux idéaux liés à ton genre? Ah ouais, si, j'ai essayé, j'ai vachement essayé. Ah ok, t'as fait quoi? J'ai sûrement vachement, je sais pas, je me souviens pas, mais en tout cas, j'ai. euh, euh, Qu'est-ce que j'ai. Hmm. Qu'est-ce que j'ai fait pour être sexy Ou pour avoir le sentiment que tu rentrais dans les cases? Parce que c'est ça souvent, ado ou jeune homme. Est-ce que c'est aller à la salle de Ah sport? ouais. Est-ce que c'est fumer des ouinges? Est-ce que c'est faire des conneries? Montrer que t'es un thug? Attends, mais. Pas du tout. Vraiment. Pas du tout. Non, moi, je pense. Ah si, le charme. Ok, Hein, je pense que c'est le charme que j'ai essayé d'avoir. ok. Donc, les lettres, l'écrire, le côté énamouré, moi, m'a vachement servi. J'aimais beaucoup la passion, le charme. C'est ça, c'était ça mon arme numéro un. S'écrire, se dire qu'est-ce qui nous arrive, tu vois, tout ce truc-là, l'amour, l'amour des films, Des quoi. chevaliers, quoi. Ouais, ce truc-là, ouais, ça j'ai beaucoup utilisé. Je m'en suis beaucoup Chacun servi. ses J'ai techniques. beaucoup, ouais. mais non, pas du tout, physiquement non, pas du tout. Non, je sais pas. Est-ce que si tu pouvais demain mettre un livre entre toutes les mains des personnes qui nous écoutent, tu pourrais nous dire quel livre ce serait? Entre toutes les mains, Ouais, toutes les mains. donc c'est pas mon livre préféré, c'est un livre qui pourrait vraiment servir à tout le monde. Voilà, tu te dis, putain, ceux-là, les gars, La celui-là, faut Bible, que vous la lisiez. Bible. Non, j'ai. Le Iconique. Saint-Coran. Non. Je sais pas si c'est un livre, mais en tout cas, je dirais que. Ça peut être un film. Hein. Ça peut être un film. Ouais, si tu veux. En fait, c'est Ok. une ressource culturelle qui a été transformatrice pour toi. Ah, pour moi. Alors attends, pour moi, le livre qui m'a marqué Ouais. beaucoup, juste pour moi, c'est un livre de Murakami qui s'appelle Autoportrait d'un auteur en coureur de fond. C'est son histoire à lui, où il raconte comment il écrit des livres et que tous les jours, tous les matins, il s'astreint à une discipline quotidienne de courir tous les matins 10 km, quoi qu'il arrive. Ça m'a énormément parlé et c'est ce que je fais moi-même au quotidien. Donc je m'en suis vraiment beaucoup inspiré. J'adore ce livre, j'adore ce qu'il m'a appris de moi, notamment un truc génial sur comment on se construit vis-à-vis de ses amis. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des amis? Comment et quand on a besoin d'avoir des amis? Tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ce livre-là, je me le conseille à moi et je le conseille aussi aux gens, mais plutôt quand ils ont 30, 40 ans, quoi. 30 ans, en tout cas. Ensuite, moi, il y a un auteur que j'adore, que je trouve super sous-coté, qui est pour moi un des plus grands auteurs français, c'est Goscinny. Goscinny de Astérix Goscinny. Goscinny du petit Nicolas Goscinny. Goscinny de Lucky Luke. En fait, je trouve que dans ces trois œuvres que je viens de te citer, il y a énormément à apprendre. Ça a l'air un peu con, mais pas du tout. tu vois, en ce moment, je lis avec mon fils, on lit La vie devant soi, qui est donc un livre de Romain Gary qui fait parler Momo, un jeune de 10 ans. Il a quel âge, ton fils? 10 ans. Et ben, c'est le petit Nicolas. C'est la même façon d'écrire. Petit pays de Gaël Faye, c'est aussi inspiré du petit Nicolas. Le petit Nicolas, ça, je sais pas, 50 ans, ça parle encore, ça marche encore. C'est vraiment hyper bien écrit, c'est délicat, c'est fin. Cette plume qu'il a, ce mec, de pouvoir arriver à faire parler Astérix, Obélix, le petit Nicolas, Lucky Luke et tout. Enfin, genre, il devrait être au Panthéon. Voilà. Donc, je te cite un mec, je te cite pas Ouais. un livre. Ça me va. Là. Ah, tu pêches un peu là. Non, non, petit silence quand même. Putain, ça fait plaisir. J'hésite T'as l'ordre. quand même pas dit mais... Non, j'hésite l'ordre, mais je vais faire celle-ci d'abord. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que ce serait? J'aimerais bien des types qui ont des... J'aimerais bien Alexandre Astier. Ouais. Je trouve que il a quelque chose de lumineux dans sa manière de gérer sa carrière. J'ai l'impression qu'il est une bande à lui tout seul. Tu sais, j'aime bien ces mecs qui sont des bandes à eux tout seuls. J'aimerais bien
euh, peut-être Charlotte Lebon. Charlotte Lebon qui a un parcours qui me surprend un peu, qui a à la fois qui a été Miss Météo, puis une comédienne sur lequel le monde français du cinéma a compté, puis finalement elle s'est mise à dessiner, puis elle a un petit peu pas disparu, mais elle s'est un peu écartée du monde, puis elle revient dans White Lotus, énorme truc, j'aimerais bien savoir comment on vit ça. C'est vrai. Puis tu vois, c'est les parcours des beaux aussi, j'aime bien moi les parcours des beaux. Ils n'ont pas la même vie que les autres, tu vois. Quand t'as toujours été beau, c'est différent. Ah, des beaux ce sens. D'accord, dans ce sens. Je pense qu'elle a toujours été belle, Charlotte Lebon, tu vois. Je sais pas. C'est l'idée que je m'en fais, en tout cas. Et en même temps, je trouve qu'elle a l'air d'avoir mis vraiment beaucoup d'importance au travail, puisque c'est une super comédienne. Puis là, je te dis, White Lotus, je sais pas si tu connais cette série, mais c'est une super série. Ouais. Donc elle est dans la saison 3, j'ai vu ça. Je savais pas. J'ai vu qu'il y avait Lisa des Blackpink, tu vois, mais je savais pas qu'il y avait. Tu vois, c'est quand même un sacré parcours. Ouais. Et puis, Goscinny, puisqu'on en parlait. Ouais, il est mort. Ouais. Ça marche plus. Tu voudrais des vivants. Ouais, des vivants, parce que le but, c'est vraiment de les avoir. Des vivants, c'est mieux. Mais c'est déjà très bien. Alexandre Astier, Charlotte Lebon, ça me va tout à fait. Après, j'aimerais bien aussi, et je suis pas sûr que ce soit très politiquement intéressant de le dire, mais j'aimerais bien Elisabeth Borne. J'aimerais bien cette meuf parce que je trouve que on parle de quelqu'un qui est pupille de la République, là, tu vois, boursière, à qui la République a permis de monter tous les échelons pour faire les plus grandes écoles, qui finalement est devenue une femme politique de premier plan, mais pas radicale. Or, on aurait pu imaginer, et qui a du coup dû mettre énormément d'eau dans son vin. Mais pourquoi, en fait Pourquoi elle a choisi ça alors qu'elle aurait pu choisir une carrière certainement plus militante. J'aimerais bien avoir des nouvelles de cette dame, tu vois. En plus, une femme politique, c'est toujours tellement difficile d'être une femme et politique, tu vois. Ça m'intéresserait d'avoir... moi, je suis toujours assez choquée de... Qu'elle raconte vraiment sa vie, quoi. Pourquoi elle est allée dans ce bourbier. Enfin, je sais pas. Ça je suis toujours assez choquée de la description des femmes en politique. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, d'un côté, Cécile Duflot, qui a porté une robe à fleurs et qui a fait parler de ça pendant... des semaines parce que je sais pas, on ressentait le besoin de le souligner. Et d'un autre côté, Elisabeth Borne qui du coup s'est très certainement construit un peu une armure comme Christine Lagarde, assez froide, mais pour que finalement on puisse uniquement commenter ses compétences ou son travail et non pas son apparence. Et on finit quand même par toujours retomber, tu vois, dans les adjectifs froid, austère, qu'on n'utilise pas du tout pour des hommes qui ont peu ou prou le même comportement ou la même façon d'être. Donc je trouve que le double standard des femmes en général est particulièrement exacerbé en politique. C'est vrai. Tu ne peux jamais être bien. C'est vrai, mais en plus elle cumule aussi le transfuge de classe, tu vois. Ouais. Et vachement intéressant quand même. Moi, les transfuges de classe, ça m'impressionne beaucoup. Je suis fasciné, moi, par les transfuges de classe. Et là, on est dans le total, tu vois. Et qui pour autant va faire après une carrière politique très conventionnelle, très rare aussi, ça. On aurait pu s'imaginer, tu vois, porter des causes beaucoup plus... militante, où justement elle aurait pu se servir de ce bagage incroyable qu'elle porte. Bref, je vais pas non plus m'étendre là-dessus, mais tu me demandais, je me disais, tiens, elle, j'aimerais bien avoir des informations. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré ? Ah bah moi, tous les jours, en fait. Vraiment, tous les jours, je pleure. J'ai un curseur de déclenchement de larmes complètement foqué, je sais pas comment on dit. Ouais, dysfonctionnel. Totalement dysfonctionnel. Mais qu'est-ce que c'est un curseur fonctionnel ? Tu vois ? En tout cas, un curseur fonctionnel, c'est un curseur qui se met pas à pleurer quand il entend une campagne de dépistage de... moi, je pense qu'il y a pas longtemps, j'ai pleuré parce que j'entendais un spot qui encourageait la vaccination pour lutter contre le cancer du col. Il était réussi, le spot. Enfin, faut pas exagérer non plus. C'était pas non plus Light the Schindler. Donc, je pense que parfois, j'y vais beaucoup, tu vois, sur pas grand-chose. En fait, je pense qu'il est dysfonctionnel à partir du moment où tu pleures tout en te disant elle est pas ouf cette pub, tu vois. Ouais. Moi, ça m'arrive, quoi, tu vois. Ok. Que tu as du mal à identifier les vraies raisons des larmes. Ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est ça, exactement. Ben, je vais te poser la question signature du podcast. Imagine que demain, tu meurs. Ouais. Tu laisses derrière toi tes enfants, ta compagne,
on peut plus retrouver ni ton travail, ni tes chansons. On ne peut rien consommer, ou consommer c'est horrible. On ne peut rien retrouver de toi, et tu peux juste écrire sur une petite feuille les 3 enseignements les plus précieux que tu as appris de ta vie, que tu as envie de transmettre à tes enfants. Qu'est-ce que tu écris? N'aie pas peur. Je vis en toi. Ça veut dire quoi, vis en toi? Je vis en toi. Ah, Puisque là, dans ce que tu décris, je suis mort trop tôt. Parce que sinon, on va tous mourir. Mais je veux dire, là, en l'occurrence, mes enfants sont jeunes, petits, donc je vis en toi. N'aie pas peur. Et 3, hein, tu m'as dit. En Ouais. tout cas. J'hésite entre sois curieux, rigole et sois respectueux. Donc je crois que je mettrai les 3. C'est ce que je leur dis quand ils vont à l'école, tous les jours. Donc je pense que je leur dirai là, sois curieux, rigole et sois respectueux. merci Ben Merci. pour cet échange. Ouais, merci beaucoup. C'était très chouette. C'est clair, je me sens vidé, moi. Cadeau. C'est un sacré Non mais échange. vraiment, c'est très beaucoup. cool, et d'autant plus que j'ai découvert que récemment ton travail et ta musique, et que j'aime beaucoup. Ah, Ce qui est merci. surprenant, parce que les auditeurs de ce podcast savent que je suis en ce moment à fond dans la K-pop. Ah, c'est Donc vrai. comme ça, on va balancer entre les deux, tu vois. Il y aura l'album Famille, tu vois, et il y aura de la Merci K-pop. de m'inviter en tout cas. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Pour les personnes qui souhaitent maintenant te suivre tes aventures, découvrir l'album, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Sur TF1. Globalement, quoi, toute la journée. Enfin, il y a toujours un peu de moi. Oui, toujours, Ouais. à toute heure. Moi, je suis le plus actif, je pense, c'est sur Instagram, mais je suis pas très actif, mais j'essaye. Ouais. Je pense que c'est Instagram, ouais. Et l'album, Spotify, Ah, pardon, oui, podcast, tout ça. Merde. voilà, marketing, on a dit. Alors, où est-ce qu'ils doivent aller? Exactement, l'album qui sort le 28 février. Je ne sais pas quand est-ce que cet échange sera publié, mais en tout cas, l'album sera certainement déjà sorti. Donc, l'album qui est sorti le 28 février, qui est à écouter sur toutes les plateformes. Et en représentation encore, ou... Ouais, il y a plein de concerts Ouais. l'année prochaine au Zénith qui vont être des super belles fêtes. Je suis très content. Moi, je n'existe que par la scène, comme Edith de Préto qui parlait de ça dans le podcast que C'est celui-là que t'as avec lui. écouté? Voilà, mais pas jusqu'au bout parce que sinon j'aurais connu la question signature de la fin. Ouais. Oui, il parlait de ça. Il disait que lui c'était que la scène. Moi aussi, c'est surtout et avant tout la scène. Et à chaque scène, il y a des jauges. Enfin, à chaque jauge, il y a un spectacle différent. Et là, en l'occurrence, celle du Zénith, c'est plus une fête. Donc, je serais curieux et content de voir les gens là-bas. Et on peut me suivre sur Instagram. Je suis actif sur Instagram. Je mettrai tout ça dans les notes. Et écoute, j'espère que nos chemins se recroiseront, Moi Ben. aussi. Merci beaucoup. Merci Louise. Merci à vous.